Madame, Monsieur, bonsoir. Sahara dans la diplomatie parlementaire au menu de questions d'actu ce soir. Si le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI actant la rentrée automnale des parlementaires est centré sur la première cause nationale et bien sûr les réalisations du Maroc dans ce dossier, le souverain a surtout adressé un message clair aux élus de la nation et du Parlement dans ces deux chambres. Il reste à faire en termes de diplomatie complémentaire, notamment sur le volet parlementaire de celle-ci. Il est temps que les élus se mobilisent davantage pour persuader les derniers réticents à reconnaître pleinement la marocanité du Sahara. Quels sont les aspects de la diplomatie complémentaire à développer et comment capitaliser sur les acquis de la diplomatie officielle pour bâtir de nouvelles voies diplomatiques? Si le développement économique et social des provinces du Sud n'est plus à démontrer, comment alors capitaliser sur l'attractivité de ces régions pour drainer davantage de capitaux et d'investissements dans une conjoncture géopolitique internationale complexe? Bref, comment capitaliser sur l'acquis pour clore une fois pour toutes ce dossier? Pour répondre à ces questions d'actualité, j'accueille l'expert en relations internationales et en géostratégie, professeur Chakraoui Roudani. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Khadija, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions et un plaisir aussi renouvelé d'accueillir Hafed Boutaleb, expert en relations internationales. Bonsoir Hafed Boutaleb, merci à vous également de vous joindre à nous pour le débat. Merci pour l'invitation. Marhaba. La 4e année législative de l'actuelle législature du Parlement s'est ouverte donc vendredi avec un agenda législatif intense et l'action diplomatique donne le tempo pour cette rentrée parlementaire. Quels sont les contours, messieurs? Je m'adresse à Chakraoui Roudani en l'occurrence pour cette question. Quels sont les contours de la pratique diplomatique du Parlement avec ces deux chambres et comment s'organise-t-elle? Bon, dis-moi, je pense la première chose la plus importante, j'aimerais bien souligner aujourd'hui que dans le discours de Sa Majesté, il y a le mot fermeté et la proactivité. Tout à fait. Donc, la fermeté sans la proactivité engendre l'immobilisme. Et une action proactive soutenue par une volonté inébranlable, c'est la clé de voûte pour modeler un meilleur et un avenir durable. Donc, de fait, aujourd'hui, ce message de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui formule une nouvelle doctrine géopolitique à travers plusieurs axes et décliné à travers plusieurs composantes de sa doctrine, il me semble aujourd'hui que le Parlement pourrait jouer un rôle très très important, mais à condition sine qua non. C'est la volonté, c'est la compétence, et aussi, comme il l'a bien souligné Sa Majesté, sans la compétence, on a besoin, certes, des voix fortes, mais aussi nous avons besoin pour contrer donc, les adversaires et les manigances des esprits brillants, des esprits qui sont capables de gérer, capables d'anticiper, capables aussi de communiquer. Et on sait avoir les atouts et les outils nécessaires pour convaincre les autres, pour les adhérer donc, à cette question qui est substantielle et aussi les sensibiliser à la dimension stratégique et géopolitique de l'intégrité territoriale du Maroc. Et de fait, aujourd'hui, les deux parlements, et je vais parler de la première chambre et les chambres de conseillers, donc sont en complément avec la diplomatie, bien sûr, traditionnelle étatique, pourraient jouer un rôle très important à travers plusieurs actions et plusieurs leviers. Le premier, c'est la mobilisation et la mobilisation interparlementaire. C'est très importante parce que quand vous parlez des représentants de la nation, c'est-à-dire de la chambre de la première chambre, donc il y a plusieurs forums internationaux à l'échelle, plusieurs forums internationaux à l'échelle, donc, et aussi par exemple je vais parler de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, je vais parler par exemple du forum parlementaire interparlementaire international. Donc vous avez plusieurs forums d'accords multilatéral et aussi dans le cadre bilatéral pour renforcer, pour sensibiliser sur la question du Sahara marocain et sur la dimension stratégique de l'intégrité territoriale. Les chambres des conseils, donc, avec leurs homologues, étant donné que les chambres des conseils, souvent, c'est les élus
d'accord, c'est des syndicats, c'est des organisations professionnelles, donc c'est dans le domaine de la collectivité locale. Donc je pense aujourd'hui les conseillers aussi peuvent jouer un rôle très important dans les forums aussi qui va avec. Et aussi, par exemple, aujourd'hui nous sommes dans un monde où il y a la question de la souveraineté. Et les débats s'ouvrent à chaque rencontre multinationale. Je pense et la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers pourraient avoir un rôle très important pour sensibiliser leurs homologues sur cette question qui est très importante. Mais aussi, il faut le dire, que certaines régions qui sont très importantes, il faut les toucher, comme les pays scandinaves, comme certains pays en Afrique et aussi comme dans des régions comme l'Amérique latine. Mais pour y avoir et pour arriver à ces objectifs qui sont très importants, comme je viens de dire, Madame Khadija, la compétence, c'est la condition sine qua non. Parce que sans compétence, sans qualification, sans formation, on ne peut pas arriver, on ne peut pas aussi faire convaincre l'autre qui est méconnaissant de la région et la sous-région. Et de fait, lorsque vous parlez par exemple du pays scandinave, si le parlementaire ne maîtrise pas la géopolitique de la région, ne maîtrise pas aussi donc les spécificités vernaculaires de l'action politique ou bien de la scène politique de ces pays, donc ne peut pas convaincre. Et c'est pourquoi je pense aujourd'hui, ils ont plusieurs leviers, ils sont capables de faire beaucoup de choses, mais je dis à condition une volonté inébranlable, parce que c'est la clé de voûte pour modeler un avenir durable. Un avenir durable et on va peut-être revenir aussi un peu plus en détail sur ce que demande ce plaidoyer en faveur de la cause ou de la première cause nationale des deux chambres ou des élus des deux chambres. Mais avant, on parle de diplomatie officielle, diplomatie d'État, diplomatie dite classique, il y a la diplomatie complémentaire, on parle de diplomatie parlementaire, il y a aussi la diplomatie partisane, Faites Boutaleb. Quelle complémentarité il peut y avoir entre la diplomatie d'État, la diplomatie officielle et celle menée par les partis politiques? Eh bien, je dirais, les partis politiques, si vous voulez, ont le devoir de relayer cette cause nationale, l'intégrité territoriale du royaume. Et il faut d'abord savoir que beaucoup de nos adversaires vont souvent essayer d'insinuer qu'il s'agit là d'une cause superficielle pour le peuple marocain. Là où les partis politiques doivent agir, c'est à ce niveau-là. Il faut aller chez ceux qui relayent le discours opposé et chez les pays où l'on trouve les adversaires de la cause nationale et affirmer qu'il s'agit là d'une cause nationale qui réunit l'intégralité du peuple marocain et qu'il s'agit là ça s'inscrit dans l'effort de solder l'héritage colonial. Parce que s'il y a vraiment un pays qui lutte là contre l'héritage colonial, c'est le Maroc. Le Maroc lutte contre le dessin géographique imposé par les nations prédatrices du passé et qui aujourd'hui, encore une fois, argument supplémentaire, elles-mêmes reconnaissent qu'elles ont été dans le tort et que, effectivement, ce territoire-là, qui est le Sahara marocain, est partie prenante de l'intégralité du territoire marocain. Et donc, c'est à ce niveau-là où il est important pour les partis politiques. Je pense par exemple aux partis de gauche. Ils font partie de l'internationale socialiste. Malheureusement, le discours opposé à notre intégrité territoriale a été façonné souvent par des partis de gauche. C'est ce que j'allais vous interpeller malheureusement sur cela. Eh bien, là, la gauche est là une occasion pour aller dire c'est une cause de tout le peuple marocain. C'est une cause qui fait vibrer le peuple marocain. C'est la première cause du peuple marocain. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi le fait qu'il y a une certaine fragilisation, pas que de la gauche, mais en particulier de la gauche, qui fait que sa voix est de moins en moins audible, déjà à l'intérieur du territoire, mais aussi vis-à-vis de ses homologues Méditerranée, outre-Atlantique, surtout en Amérique latine, par exemple, où il y reste encore des foyers récalcitrants. Mais l'héritage de la gauche au Maroc est fort, il est important. Et, vous parlez d'héritage. Voilà, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut juger ou jauger la gauche
sur ces résultats électoraux, ça c'est pas le plus important, parce qu'on parle aujourd'hui de la cause nationale, le Sahara marocain. Donc là-dessus, l'USFP ou le PPS sont des partis qui ont des liens forts depuis des décennies avec leurs homologues de partis de gauche d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Afrique. Et donc là-dessus, il faut absolument agir de manière beaucoup plus proactive, vraiment beaucoup plus agressive, pour aller expliquer non seulement que la position du pays voisin n'est pas neutre, et nous avons énormément d'éléments pour le prouver, mais qu'en plus, encore une fois, c'est vraiment la cause nationale numéro 1 du peuple marocain, et que lorsqu'il s'oppose à la marocanité du Sahara, il s'oppose d'abord à 40 millions de Marocains, et qu'il s'agit là du seul pays en Afrique et d'un des rares pays au monde qui a gommé les frontières dessinées par le colonisateur, et que le fait de gommer la frontière dessinée, imposée par les armes lors de la prédation coloniale au 19e et au 20e siècle, ça ne fait pas de nous un pays colonisateur, loin de là, c'est l'inverse. Ça fait de nous un pays d'émancipation, de lutte pour l'émancipation des peuples d'Afrique. C'est un plaidoyer qui doit être porté par les partis politiques. Est-ce qu'ils sont outillés, comme le disait Cherkaoui Roudani tout à l'heure? Est-ce qu'aujourd'hui, au sein des partis politiques, on s'intéresse aux résultats des élections plus qu'à défendre les intérêts fondamentaux de la nation? Les partis politiques sont représentés. J'ai parlé de la gauche, il y a aussi la droite. Au Maroc, l'Istiqlal, qui est plutôt de centre-droit, est représenté au sein de l'Internationale libérale. Donc oui, les partis ont leur relais, c'est indépendant. Est-ce qu'ils sont outillés maintenant en termes de cadre? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Écoutez, on parle de partis pleins de militants, qui ont une historique. On ne peut pas réellement savoir aujourd'hui, au moment T, la situation du parti ne reflète pas nécessairement l'état réel, le capital dont jouit chacun des partis. Non, mais où commence le militantisme partisan, et où se termine plutôt le militantisme partisan, et où commence le militantisme patriote? Effectivement, là-dessus, peut-être si vous parlez de patriotisme, on pourrait imaginer... défendre la première cause nationale, si ce n'est pas du patriotisme. Bien sûr. On pourrait imaginer une coordination interpartisane pour pouvoir réellement coordonner l'action des partis sur le terrain de la diplomatie parallèle, par continent ou par langue. En parlant de par continent et par langue, bien juste, oui, Cherkaoui Roudani, bien sûr. C'est ce que vous venez de dire entre le militantisme et le patriotisme. C'est un petit peu sur le GFK. Donc, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mais un point qui est très important, suite à ce qu'a dit notre ami, c'est qu'aujourd'hui, il y a un cas qui est vraiment réel. On peut vraiment construire sur une expérience que nous avons discutée ici en 2015, lorsqu'il y avait le problème, le quiproquo et le malentendu diplomatique sur la question de l'intégrité territoriale en 2015, avec la Suède. Oui. Lorsqu'il y avait, deux partis, l'USFP, le PPS et aussi le PSU, avec Madame Mounib qui a présidé donc la délégation. Et après des tractations à Stockholm, il y avait des résultats. Donc je pense qu'il faut construire sur beaucoup d'expériences. Aujourd'hui, par exemple... Et ça, réussi. Oui, c'est réussi. Donc voilà, moi, je pense aujourd'hui, maintenant, est-ce que les partis politiques, la question qui est très importante aujourd'hui, je ne critique pas les partis politiques, mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui bouge. Nous avons besoin au Maroc des partis politiques viables, forts, capables de défendre les intérêts vitaux, stratégiques et suprêmes du pays. Est-ce que les partis politiques aujourd'hui, ils ont l'élite, ils ont aussi donc les personnes adéquates pour défendre les intérêts stratégiques? Parce que aujourd'hui, vous posez la question, il faut bien que quelqu'un y réponde. Voilà. Est-ce que vous pensez que on ne généralise pas, mais on a quand même une certaine élite politique aujourd'hui au Maroc? Oui, tout à fait. Effectivement, il y en a. Mais aujourd'hui, lorsque Sa Majesté, le chef de l'État, à maintes reprises, donc revient sur la question de la compétence et des profils qu'il faut chercher et qu'il faut choisir pour faire des missions ou bien pour... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Oui. D'accord. Donc, et de fait, aujourd'hui, nous avons besoin, de réfléchir avec quiétude, avec du calme et tracer une feuille de route. Parce qu'aujourd'hui, il y a Sa Majesté avec des conceptions stratégiques, avec une doctrine géopolitique, qui est très importante à l'échelle nationale, et à l'échelle régionale, et à l'échelle continentale, et à l'échelle internationale, mais nous n'avons pas des partis politiques capables de suivre avec la même vitesse. Ce n'est pas avec la même vitesse, mais quand même
avec une certaine conception, donc de suivre ces orientations stratégiques. Parce que le discours de Sa Majesté, c'est un ensemble de formulations d'une feuille de route, des stratégies multidimensionnelles concernant l'intégrité territoriale qui s'inscrit dans une doctrine géopolitique marocaine nouvelle concernant les alliances stratégiques. Sa Majesté il a donné l'exemple de la France, des États-Unis, de l'Espagne et les pays européens et même les pays arabes et africains. La composante de développement avec des projets structuraux concernant la géostratégie, donc et l'importance des provinces du Sud dans la géostratégie donc continentale, régionale et de l'Atlantique avec 2 initiatives majeures, inscription des pays du Sahel dans la géostratégie de l'Atlantique et l'inscription des pays de l'Afro-Atlantique dans la géostratégie de l'Atlantique, le projet gazoduc du Nigeria passant par 14 pays. Voilà, tout ça, un exemple, il faut... Vous parlez de gazoduc, c'est un exemple de l'efficacité d'une dynamique diplomatique réaliste et qui, pour beaucoup d'observateurs très aguerris, va changer le visage de l'intégration régionale africaine. Mais tout à fait, c'est ça qu'il faut expliquer. Du continent. C'est ça qu'il faut expliquer aux pays scandinaves, Madame Khadija. C'est ça qu'il faut. Certains commencent à le comprendre. Parce on que l'a vu la avec la Finlande et le Danemark quand même. Voilà, donc tout déjà, à fait. C'est un très bon début. C'est un très bon début. Vous savez que, par exemple, les pays scandinaves, c'est le premier traité de paix, de coopération et de commerce à l'échelle internationale du Royaume du Maroc, l'ère de Sultan Moulay Abdallah ou bien Mohamed III, en 1746, c'est le premier traité qui a été fait avec le roi Frédéric V, qui était le roi du Danemark et du Norvège. Aujourd'hui, il y a une histoire. Nous avons une histoire commune. Nous avons vraiment... Et qui pour le raconter? Parce que on a... Mais non, on nous pénalise pour cette histoire que nous avons. C'est ça la question du Sahara, le cœur du problème du Sahara. C'est parce que le Maroc a une histoire dans ce territoire. Et qu'au moment du découpage territorial, fait arbitrairement par les puissances coloniales, il fallait affaiblir les nations enracinées et en renforcer des nations nouvelles. Comment préparer les défenseurs de ce plaidoyer? Pour créer des déséquilibres durables. Voilà le problème. Comment justement préparer les défenseurs de ce plaidoyer-là pour rappeler ces éléments factuels, ces éléments de l'histoire avec un grand H? Écoutez, moi, pour les préparer, il y a de la formation en tout genre. C'est des formations qu'il faut mener, notamment dans l'histoire et en droit international. Mais il faut surtout insister sur comment arriver à la fin, comment solder ce conflit artificiel. Pour moi, le discours de Sa Majesté, c'est un discours de, on va dire, le bout du tunnel. C'est-à-dire, Sa Majesté appelle les Marocains à un dernier sprint, puisque peut-être nous sommes en train de voir le bout du tunnel de ce conflit qui nous a été imposé par des puissances coloniales beaucoup trop puissantes au moment où ça a démarré. Et aujourd'hui, la puissance s'est équilibrée grâce à la croissance que le Maroc a fait et au développement du Maroc. Et le Maroc peut porter une voix qui compte aujourd'hui. Et donc, on a très clairement constaté un changement radical des 2 anciennes puissances coloniales, l'Espagne et la France. Et donc, maintenant, il faut voir comment solder ce conflit. Et comment on le solde? C'est en le retirant de la 4e commission, puisque où il est reconnu comme territoire non autonome, et qu'il soit reconnu aux Nations Unies comme appartenir comme un territoire qui appartient pleinement et entièrement à la nation marocaine. Et puis, surtout, aussi, je dirais, pousser à la sortie de la race de l'Union africaine. Et puis parce que est-ce qu'il faut une dynamique diplomatique propre à chaque région? Moi, je dis qu'il faut une dynamique diplomatique propre à l'Afrique. Dynamique diplomatique, bien sûr, la dynamique diplomatique officielle, elle est spécifique pour chaque région. On l'a vu avec les résultats qui sont aujourd'hui avérés. Mais quid des autres diplomaties? On a parlé de la diplomatie parlementaire, il y a aussi la société civile. Que fait la société civile dans ce pays? Moi, je verrais la société civile aujourd'hui ayant pour principal objectif, en tout cas celle ayant trait à la diplomatie, ayant pour principal objectif de sensibiliser les frères d'Afrique, les frères africains, à avoir une union africaine qui soit concrète et qui soit pragmatique et non pas qui soit idéologisée. Et un des principales étapes, ce serait de définitivement mettre fin à la membrature de cette fantomatique race. Et réellement, pour mettre sur les rails l'Union africaine définitivement, surtout sur les rails du développement et du travail pragmatique, et l'éloigner des palabres idéologiques qui l'ont miné justement depuis les années 60. Ça serait le travail de la diplomatie parallèle de la société civile, par exemple.
Qu'en est-il de la communauté des affaires? Il y a un nouveau modèle de développement des provinces du Sud, initié par Sa Majesté. C'était en 2016. Il commence déjà à porter ses fruits. Sherqawi Rodani. Un nouveau modèle de développement économique des provinces du Sud. Comment la thèse géopolitique s'est transformée en argument d'attractivité économique de ces provinces? Mais écoutez, aujourd'hui, l'économie, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, le Maroc dispose d'une doctrine géopolitique qui est basée sur le nexus développement, paix et stabilité. D'accord? Aujourd'hui, le Maroc propose un modèle à travers une doctrine géopolitique qui englobe deux espaces qui sont très importants, la Méditerranée et l'Atlantique. Aujourd'hui, c'est un pays qui dispose des atouts géostratégiques qui sont très importants. C'est un pays qui œuvre pour le développement du continent africain à travers plusieurs initiatives. Je parle par exemple de l'initiative Triple A, l'adaptation de l'agriculture africaine, qui est une initiative qui est vraiment très louée par même les pays scandinaves. Lancée à l'occasion de la COP22 à Marrakech. Je parle aussi de dimension de la sécurité. Le Maroc joue un rôle très important dans la lutte contre le terrorisme, dans la stabilité, la sécurité, la formation des militaires à travers des manœuvres militaires de dimension stratégique dans les provinces du Sud. Je parle de Africa Line, Obingam, tout ça. Aussi, donc, le Maroc propose un modèle de développement durable pour la région et la sous-région. Quoi? C'est les deux initiatives de Sa Majesté. Et cette stratégie royale s'est inscrite dans l'espace et dans le temps au fur et à mesure, elle se développe. Il y avait le nouveau modèle de développement économique, que vous l'avez bien cité, la Khadija, en 2015, qui a été amorcé, maintenant avec un montant faramineux avoisinant à peu près 80 milliards de dirhams, des projets structurels très importants. Je parle du port atlantique d'Akhla, de dimension géostratégique, avec la doctrine du nord de l'Atlantique et l'Indo-Pacifique, et même l'initiation d'une nouvelle doctrine marocaine qui renforce la doctrine du sud de l'Atlantique. Et nous avons entendu hier le ministre des Affaires étrangères brésilien, ou le responsable politique et du Sénat, le responsable du Sénat, le président du Sénat brésilien, comment il a loué les actions du Maroc à l'échelle de l'Afrique et à l'échelle internationale, et aussi la ferme constance de la position brésilienne sur l'intégrité territoriale. Donc aussi, il y a le projet de l'inscription de 23 pays afro-atlantiques dans la juste stratégie de l'Atlantique. C'est-à-dire qu'avant, l'Atlantique était un océan. Aujourd'hui, Sa Majesté propose un projet politique. Et de fait, aujourd'hui, tout ça, c'est un ensemble de points attractifs pour les investisseurs. Et aujourd'hui, de plus, le Maroc, c'est un pays stable. C'est un pays pourvoyeur de la sécurité, de la stabilité à l'échelle du continent et à l'échelle internationale. Le Maroc, d'ici 2030, il y a l'organisation de la Coupe du Monde. Et vous avez suivi, donc, malgré le séisme de Marrakech, il y avait donc l'organisation des rencontres internationales du FMI et de la Banque mondiale et la présence des grandes responsabilités. Donc, je pense aujourd'hui, l'attractivité économique du Maroc, elle est là. Il faut la renforcer, bien sûr. Il faut la renforcer aussi par des idées stratégiques concernant, par exemple, aujourd'hui, certaines initiatives concernant, par exemple, le continent africain. Il faut essayer de renforcer le Maroc dans le cadre de la diplomatie parlementaire, dans le continent africain à travers les réseaux aussi des groupes d'amitié, certaines régions, parce que nous avons, Sa Majesté, elle a réussi, d'accord, de franchir la ligne de Maïnou entre l'anglophone et la francophonie, d'accord, le Commonwealth et la francophonie. Aujourd'hui, le Parlement doit œuvrer pour une autre présence plus forte dans certains pays du continent africain. Dans certains pays, quelles sont justement les cibles prioritaires de la diplomatie parallèle? Faites Boutaleb. Je dirais Afrique de l'Est, Afrique australe, oui. Où il y a un glacier pro-sud-africain malheureusement assez bien installé, et bien évidemment l'Amérique latine, où le Maroc, il faut rappeler que nous avons plusieurs millions d'hispanophones. Et il faut utiliser cette ressource linguistique que nous avons pour sensibiliser nos pays qui sont maintenant avec cette initiative atlantique. C'est vrai qu'on a revu un petit peu toute la géographie autour du royaume et que aujourd'hui nous percevons ces pays d'Amérique latine comme des pays voisins, puisque l'Atlantique est une
frontières. C'est ça la doctrine géopolitique du sud de l'Atlantique. Voilà. C'est à travers cette doctrine qu'on peut rapprocher ces pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est les intérêts qui priment. C'est les intérêts qui font aujourd'hui rapprocher les idées et aussi apaiser les esprits. Mais il faut des gens pour expliquer tout cela. C'est la condition. Et puis, C'est la condition. Si C'est vous l'humain. voulez, il faut rappeler aussi que cette marche verte que nous avons, le Maroc a organisée il y a bientôt un demi-siècle, c'était un événement capital, c'était un événement surtout pacifique. Et que le Maroc a choisi de solder sa décolonisation par un événement pacifique, par un événement auquel toutes les nations du monde étaient invitées. Il faut rappeler que la marche verte, toutes les nations du monde, sans exception, étaient invitées à participer à la marche verte. Donc le Maroc est un pays de dialogue, il n'est pas un pays de la violence, il est un pays où on tend la main, il n'est pas un pays où on ferme les portes. Et donc c'est ça ce qu'il faut rappeler, qu'aujourd'hui, on a une nation qui a 3000 kilomètres de façade maritime et qui veut, en vertu de cette façade maritime, encore plus s'ouvrir au monde, encore plus rapprocher et être la nation du dialogue et jouer pleinement son rôle de pont entre l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe et maintenant même le continent américain. Un bridge state qui est capable A bridge de rassembler- state, Yeah, a exactement. bridge state. Donc je pense Dans tous ces aspects. Parce que, en fait, c'est à 360 degrés. Bridge State, c'est l'État d'abord, c'est the state, mais c'est aussi le Parlement, c'est aussi les partis politiques, c'est la société civile, c'est les universitaires, on n'en a pas parlé malheureusement, il nous reste plus de temps. Mais en tout cas, la diplomatie a plusieurs visages avec un seul objectif qui est clair, bien déterminé. La voie est tracée, il suffit de la suivre. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Cheikh Khawer Oudani. Merci à vous également, Hafed Boutaleb. C'était, voilà, question d'actu pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée.